Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez évidemment chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la saisonnalité du mois de mai est peut-être changeante, c'est peut-être un buy in mai qui marquera ce mois de mai 2024. En tout cas, les 2 premières semaines du mois de mai ont montré un changement d'orientation des marchés après le creux du mois d'avril qui est resté une consolidation légère sur les grands indices actions mondiaux. Comment analyser effectivement ce nouveau schéma de marché peut-être qui s'ouvre à nous? Quelles sont les rotations que l'on peut attendre en termes d'intérêt, en termes de thématiques d'investissement, en termes de zones d'investissement également? Ce sera le sujet à la une de Planète Marché avec nos invités dans un instant au démarrage d'une semaine qui marquera de nouvelles informations en matière d'inflation sur les prix, bien sûr, aux États-Unis, avec une séquence sur 48 heures qui va être très suivie par les investisseurs. Demain, publication des prix à la production industrielle, plus discours de Jérôme Powell. Et mercredi, la publication de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril aux États-Unis, dans le sillage d'un rapport sur l'emploi aux États-Unis qui a montré une forme d'évidence en matière de détente sur le marché du travail américain. Que nous diront ces données d'inflation pour le mois d'avril? C'est toute la question pour les investisseurs aujourd'hui. Voilà donc les enjeux du moment. Discussion à suivre, je le disais. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous évoquerons le segment de la Wealth Tech à travers l'intelligence artificielle, bien sûr. L'intelligence artificielle qui permet aujourd'hui de développer des outils d'assistance financière pour la gestion de patrimoine. Et c'est la start-up, le domaine de la Wealth Tech, c'est la start-up dans la Wealth Tech, Odonatech, qui sera avec nous à partir de 17h45 et son directeur général, Stéphane Dauté, sera notre invité. Mais d'abord, l'actualité du jour sur les marchés avec des indices actions qui prennent une petite pause dans le sillage des records qui ont été marqués encore vendredi. Le détail avec Pauline Gratel. L'heure est à la consolidation à Paris après le record historique du CAC 40 inscrit vendredi à plus de 8250 points. Mais l'optimisme des investisseurs ne s'est pas arrêté aux frontières françaises puisque depuis une semaine, des records sont aussi atteints pour le Stoxx 600 ainsi qu'en Allemagne et à Londres. L'optimisme est également de retour sur les marchés chinois. Le Hang Seng gagne d'ailleurs près de 30% depuis son point bas de fin janvier. Aujourd'hui, la séance est relativement calme pour l'ensemble de l'Europe en l'absence de publication d'indicateurs majeurs. La confiance des investisseurs va toutefois être mise à rude épreuve cette semaine. Tout d'abord demain avec la publication des prix à la production industrielle aux États-Unis et surtout mercredi puisque ce sera le jour de publication des très attendus chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'avril. Après 3 mois décevants, ils espèrent que peut-être la tendance pourra s'inverser. Toujours aux États-Unis, la stat du jour se passe du côté des résultats. 92% des entreprises ont publié leurs comptes du premier trimestre et pour 78% d'entre elles, ils sont supérieurs aux attentes. Dans l'actualité des sociétés américaines, Microsoft fait part de son plus important investissement en France à ce jour. C'était à l'occasion du sommet Choose Friends. 4 milliards d'euros seront investis pour le développement d'une infrastructure cloud et IA afin de former à l'IA et accélérer les startups françaises. Dans le cadre du même sommet, Amazon annonce un plan d'investissement de 1,2 milliard d'euros en France et la création de 3000 CDI. Dans le secteur de la santé, Sanofi annonce investir plus d'1 milliard d'euros supplémentaires dans la production de médicaments en France et notamment dans la construction de sa nouvelle usine à Vitry-sur-Seine. Le titre est en hausse au sein du CAC 40. Du côté des résultats, direction le Japon maintenant, où SoftBank Group fait état d'une perte annuelle pour son exercice clos fin mars de 228 milliards de yens, soit 1,3 milliard d'euros, à mettre en relation avec la perte de l'exercice précédent qui s'élevait à 6,6 milliards d'euros. SoftBank publie toutefois un bénéfice net de 2 milliards d'euros au 4e trimestre. Après cette publication, le titre est proche de l'équilibre.
Côté aviation, Air France KLM lance une offre de rachat sur 1,25 milliard d'euros d'obligations. Le groupe fait également part de son intention d'émettre de nouvelles obligations sous réserve des conditions de marché. Le titre est en hausse à Paris. Dans le domaine des centres d'appel, Téléperformance finissait vendredi en tête de l'indice CAC 40 et aujourd'hui, sa progression continue. Berenberg relève son objectif de cours de 205 à 215 euros et estime que la société est mal comprise par de nombreux investisseurs. Le titre est en hausse de plus de 4% au cours de la séance. Demain, les investisseurs prendront connaissance des prix à la production industrielle aux États-Unis pour le mois d'avril. Jérôme Powell s'exprimera d'ailleurs dans l'après-midi, après la publication du PPI et avant celle du CPI mercredi. Les résultats de Home Depot pour le premier trimestre seront publiés avant bourse. Outre-Atlantique, les investisseurs attendent l'indice ZOO et l'indice des prix allemands définitifs pour avril. En France, le chiffre d'affaires de Veolia sera publié. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubrul est avec nous, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Louis Defels nous accompagne également, directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Florian Yelpo de nous accompagner également. Bonsoir Florian. Bonsoir. Vous êtes responsable macro chez Lombard Odier IM. C'est peut-être un des adages boursiers les plus connus au monde. Sell in May and go away. Je crois que l'idée c'est de revenir un peu plus tard, septembre, octobre, nous dit l'adage boursier. Pourquoi est-ce que ce mois de mai est un peu différent visiblement, en tout cas sur les 15 premiers jours? Il fallait être plutôt acheteur de risques, acheteur d'actions sur le mois de mai. Pourquoi est-ce qu'il y a ce buy in May qui semble se profiler en 2024 aujourd'hui, Florian? C'est avant tout une séquence. C'est-à-dire qu'on a eu un premier trimestre, vous en avez beaucoup déjà parlé à cette antenne, où on a eu un remarquable alignement entre la micro et la macro. Pour une fois, les gens qui font du top-down et du bottom-up arrivent à se parler et dire la même chose. C'est mieux qu'attendu, c'est mieux que prévu. Voilà, on parlait précédemment de la fantastique saison des résultats qu'on a pu avoir, surtout outre-Atlantique. À la fin de ce mieux micro-macro, on s'est retrouvé face à une situation où on s'est dit peut-être ça va un petit peu trop bien. Et puis nos banquiers centraux ont commencé à dire peut-être que ça va un peu trop bien et peut-être qu'on est peut-être plus en mesure de délivrer autant de baisses de taux que prévu. Et là, on a commencé à avoir un petit peu des montées d'anxiété de la Fed. Ça, c'est ce qu'on a vu au mois d'avril, c'est ça. Exactement. Ce qu'on observe plus récemment, on a commencé à en parler hors plateau, c'est qu'on observe en ce moment une forme de stabilisation, un tassement de l'activité économique. C'est-à-dire que, et c'est une bonne nouvelle. C'est ça qui est fantastique, c'est que jusqu'à présent, on a eu une vaste majorité d'indicateurs en progression. On voyait ça partout aux États-Unis, même en Europe. Dont on a beaucoup parlé de la terrible récession allemande des moins 0,3%. Aujourd'hui, on a à peu près 60% des données économiques qui sortent, qui sont en baisse, qui sont en baisse, et en plus, qui déçoivent les attentes. Donc on a des indices de surprise aux États-Unis qui sont maintenant négatifs. Alors il y a plein d'indices de surprise différents, mais les indices Citi qui sont les plus suivis, eux, sont dans le territoire négatif pour la première fois depuis début janvier, et ça le marché apprécie. C'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est une bonne nouvelle parce que ce ralentissement de la croissance présage aussi d'une stabilisation des taux, et cette stabilisation des taux présage d'une poursuite de la narration du soft landing, voire du no landing, si cela était possible. À ce stade, cette dégradation, ou cette détente, ou cette décélération de l'activité américaine n'est pas trop forte pour ne pas générer une angoisse qui serait peut-être légitime. Si on voyait l'activité s'effondrer, malgré des banques centrales, j'imagine, prêtes à intervenir, ça pourrait être un moment douloureux pour les actifs risqués. On n'est pas à ce moment-là encore, Florian. Alors, c'est difficile à dire, évidemment, mais pour l'instant, en tout cas, on ne semble pas y être. Quand on regarde la majorité des indicateurs qu'on peut collecter aujourd'hui, on est toujours dans cette espèce de petit top trend qu'on voit depuis novembre dernier dans la macro US. On voit la même chose dans la macro chinoise, et encore en décalage, on voit la même chose dans la macro européenne. Il y a un poisson pilote, ça reste comme les États-Unis, et puis ça cascade, disons, de zone en zone. Tant qu'on n'aura pas une majorité de zones qui sont ensemble en train de décélérer très fort,
pas de raison fondamentale d'être inquiet. Et l'un des meilleurs marqueurs de ça, c'est la stabilisation des prix du pétrole. C'est-à-dire que si on a une majorité de zones qui sont en train de s'effondrer, dans l'ensemble, la demande prend la main sur le marché du pétrole. On voit un effondrement des prix du pétrole. C'est le meilleur indicateur de no casting de marché qu'on peut trouver. On n'est pas encore là. On n'est pas encore à ce stade. Ouais, je comprends. Il n'y a pas de synchronisation. C'est plutôt un décalage de cycle aujourd'hui qu'une synchronisation effectivement autour du ralentissement américain, quoi. Un heureux décalage de cycle. Ouais. On le voit aussi dans les earnings. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a sanctionné la progression plus forte qu'attendue. En Europe, on a sanctionné le fait qu'on ait enfin atteint un bottom et qu'on soit en train de former une forme de reprise. Et ce décalage, US, Chine, Europe, en fait, il sert en ce moment le monde de l'investissement remarquablement. C'est un guide, là, C'est pour un vous. guide. Ah ouais. Sanction positive, j'entends, effectivement. Les résultats ont été sanctionnés positivement aux États-Unis et l'Europe, le point bas est passé. Ce buy-in May, qu'est-ce qu'il vous inspire, Louis, et qu'est-ce qu'on observe peut-être de différent, parce que on a quand même un rallye conséquent qui a commencé en fin d'année dernière, sur les 2 derniers mois, novembre-décembre, qui s'est prolongé au moins jusqu'au mois de mars 2024. Il y a eu ce petit creux en avril et ça semble repartir. Avec quel type de moteur ça repart ? Le petit creux qu'on a vu en avril, je pense que c'était la désynchronisation entre les banquiers centraux. Rappelez-vous, c'est qu'en avril, on s'est dit « Ah zut, il n'y aura pas de baisse de taux en 2024 aux États-Unis », alors que dans tous les autres pays, notamment l'Angleterre et la BCE, c'était pour juin ou cet été. Et je pense que les derniers chiffres macroéconomiques, il y a 2 semaines, qui étaient un peu inférieurs aux attentes, à savoir des créations d'emplois un peu inférieures, un taux de chômage qui reprenait qu'un petit bip de 3,8 à 3,9. Voilà, c'est pas grand-chose, comme vous dites très justement tout à l'heure, c'est un petit ralentissement des États-Unis qui vient se recaler sur la croissance mondiale, et en fait il y a une corrélation des banquiers centraux, et ça c'est le marché a vraiment apprécié. La divergence sera peut-être moins forte que ce qu'on imaginait il y a encore 3 ou 4 semaines entre la Fed et le reste du monde. Exactement, donc c'est vrai que ce qui est très bien, c'est que la croissance des États-Unis ralentit un petit peu, donc on va voir cette semaine avec les chiffres clés de l'inflation. C'est vrai que les 3 derniers chiffres de l'inflation avaient surpris positivement au-dessus des attentes. Là on peut penser que ça sera un peu en dessous, on attend plus 0,3 mois sur mois, alors comme on était plutôt à plus 0,4. Donc voilà, ça revient, les États-Unis qui étaient peut-être un peu en surchauffe se recalment et se remet sur une Europe, comme je disais tout à l'heure, qui est en réaccélération. Même la Chine va un peu mieux. UBS parlait ce matin de 3,1% de croissance au niveau mondial. Voilà, et on sent que ça repart. Et surtout, ce qui est très important, c'est que pour la première fois, la microéconomie va pouvoir reprendre le relais. On en a parlé très souvent avec des très bonnes publications du premier trimestre et qui devrait accélérer normalement tout au long de l'année. Donc ce qui est plutôt très positif pour la classe d'actifs actions. On reviendra un peu sur les détails de cette saison de publication, ce que vous en retenez, mais pour finir le tour de table sur l'ambiance de marché, cette atmosphère du mois de mai qui est plutôt positive, favorable, qu'est-ce qu'elle vous inspire, Alain, et est-ce que c'est le démarrage, je ne sais pas, d'un nouveau schéma de marché peut-être devant nous là ? Disons que les multiples de valorisation des entreprises étant relativement raisonnables, les résultats étant tout à fait corrects, même en Europe, en dépit d'une conjoncture atone, en théorie, les entreprises se portent bien. Donc le marché, ce qu'il attend, c'est la baisse des taux, la baisse des taux, la baisse des taux. Et c'est pour ça qu'il s'est envolé en fin d'année dernière. Et puis on a vu que finalement les États-Unis étaient quand même un peu trop robustes au goût de chacun, donc ça a repoussé les espoirs de baisse de taux. Et puis finalement, comme vient de le dire Louis, on craignait que les États-Unis soient trop tard, et là, ils sont en train de... Bon, peut-être pas en juin, en tout cas, la BCE, en juin, c'est quasi certain, et les États-Unis, ça sera finalement, non pas si longtemps non plus. Ouais, c'est ça. Donc le narratif baisse des taux, il revient, et il est très puissant, à mon avis. On était en train de parler d'un possible mouvement à la hausse pour la Fed. Non, mais pour dire l'exacerbation, jusqu'où on est allé dans l'exacerbation de ce narratif. C'était le oui, bien sûr. Du discours, bien sûr. Les chiffres pré-Powell n'étaient pas très rassurants. Et le marché guettait quel banquier central va nous dire qu'il pense que... Voilà. Et il avait un discours qui était assez constructif sur une potentielle baisse, que les chiffres qui sont arrivés depuis, donc dans les 10 derniers jours, étaient plutôt dans ce sens-là. Donc le narratif est positif, puisque, a priori, il n'y a pas d'obstacle majeur à la baisse des taux. L'économie résiste. Alors elle va peut-être ralentir un peu aux États-Unis. Elle aurait dû le faire depuis longtemps, mais elle restera quand même supérieure à ce que nous on vit ici. Ici, on est au plus bas, mais l'idée, c'est que ça va plutôt s'améliorer. En Chine, on ne sait pas très bien, mais ça a l'air quand même de s'améliorer aussi. Donc au global, je ne sais pas si on peut parler d'un soft landing, mais on devrait avoir une baisse des taux dans une économie qui sera résistante, voire pour l'Europe en relative amélioration. Ce n'est pas difficile vu de là où on part. Donc tout ça, c'est très favorable en soi, parce qu'on a une conjonction de planètes qui fait que,
À très très court terme, je ne suis pas certain que l'inflation qui va être publiée aux États-Unis cette semaine va être évidente. Ouais. Pourrait être un petit peu mauvaise malgré tout, mais ça peut faire 1 ou 2 jours difficiles, mais globalement le mouvement est là. C'est-à-dire que les baisses de taux auront lieu, et si elles ont lieu, compte tenu de valorisations qui sont pas de multiples qui ne sont pas extravagants, c'est bon pour les marchés. Ouais. Sur l'inflation américaine, effectivement, est-ce que c'est encore un obstacle pour la Fed, Florian ? Si on voit le marché du travail se détendre un peu sur un rapport, est-ce que c'est suffisant pour, donner ou apporter ce dernier kilomètre de confiance que recherchent les banquiers centraux américains ? Ou est-ce que c'est pas évident encore ? Moi, j'aime bien l'idée de l'alignement de planètes. C'est qu'il y a 2 planètes à aligner. Il y a la planète inflation et la planète emploi. Côté outre-Atlantique, évidemment. De notre côté, la problématique est différente. Côté inflation, on sera capable d'accepter un peu plus d'inflation. Encore un petit mauvais moment à passer aussi longtemps que le marché de l'emploi américain continue à donner des signes de normalisation, de stabilisation. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à... Ce sont les marqueurs dont Powell a besoin pour... nous bercer suffisamment pour qu'on oublie l'éventualité d'une hausse de taux. Si le marché de l'emploi reprenait des forces, des poils de la bête, reprenait des forces, la situation serait vraiment très là, il y aurait une forme d'impatience qui pourrait se manifester du côté de la Fed. De toute façon, la courbe de Phillips, c'est difficile d'aller contre. Si on reste à des niveaux de plein emploi tels qu'on les a aujourd'hui aux États-Unis, au final, les salaires vont progresser, et les salaires progressant, l'inflation va devenir auto-entretenue. Là-dessus, c'est un peu textbook economics. Et c'est le danger auquel on est confronté. Le dernier meeting de la Fed, on nous a dit, ça n'est pas le cas. Rassurez-vous, on ne songe pas à monter les taux. Pourquoi ? Parce que alignement de planète, marché de l'emploi qui ralentit, et inflation qui est encore là. Et donc il y a une forme d'asymétrie dans la fonction de réaction de la Fed aujourd'hui. Elle sera beaucoup plus réactive pour baisser les taux qu'elle ne le serait pour ou continuer de les maintenir, voire imaginer les relever d'un cran supplémentaire. Oui, clairement. Même s'il y avait force du marché de l'emploi, imaginons qu'il y ait encore 1 ou 2 hausses de taux, on imagine que ce nombre de hausses de taux serait relativement limité. Au contraire, s'il y a vraiment des rapages de croissance qu'on n'a pas vu deuxième partie de l'année catastrophique, alors là, il va y avoir ajustement de la politique monétaire ultra rapide. Et là, le réel pivot de la Fed sera bearish. Il ne sera plus du tout bullish. Ce sera une vraie raison de s'éloigner des marchés d'actions pour aller chercher. Ce serait bad news is bad news. Bad news is bad news, exactement. Mais c'est pas ça. Pour l'instant, on n'est pas encore dans ce créneau-là et on essaie de nous piloter justement ce soft landing au travers de ces 2 éléments, de ces 2 planètes à aligner progressivement. Attention quand même, mercredi. Alors dans l'ensemble. Surprise à la hausse ou à la baisse Moi, je suis du côté contestataire, donc je vais être contestataire. Ce qu'on imagine depuis les 3-4 dernières publications, c'est qu'on est en train de passer d'une désinflation linéaire, qui nous a beaucoup plu, et qui a servi aussi le discours de la Fed, à une désinflation plus chaotique. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire que l'inflation va remonter à 8-9% dans les 2 années à venir. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que aujourd'hui, avec la progression des prix des matières premières, avec les différentes négociations salariales, les effets de ce formidable premier trimestre qu'on a eu, on est très content d'avoir eu beaucoup de croissance, mais aussi se rendre compte que ça vient avec quelques défauts. On peut avoir un 2e, voire 3e trimestre un peu plus douloureux en termes d'inflation. Alors, 0,3 core, 0,4 headline de la progression des prix attendus, ça semble déjà relativement ambitieux, relativement élevé. Mais attention, la mauvaise surprise serait plutôt négative pour les obligations, mais plutôt positive pour les actions. Ne l'oublions pas, à cause de cet alignement de planète. On l'expliquait dans l'émission, un des grands facteurs qui a permis aussi la désinflation immaculée aux États-Unis, c'est la réparation des chaînes de valeur, de l'offre, et notamment de l'offre sur le marché du travail grâce à l'immigration. Les millions d'immigrés qui ont pu venir sur le marché du travail américain, truc tout bête, il faut qu'ils se logent. Et avant d'être propriétaires, il faut qu'ils prennent des appartements en location. Et donc, on a une résistance, notamment du prix des loyers, qui est la composante un peu clé aujourd'hui, cœur dans le CPI américain. Oui, et si on s'éloigne de la composante... La contrepartie, c'est ça, voilà. Et juste pour terminer, si on s'éloigne de la composante purement US, un autre élément qui explique cette désinflation immaculée, c'est aussi le fait que les prix ont plutôt tendance à être globaux, alors que la croissance est locale. Et cette tendance globale à la désinflation, tout le monde en a profité. Ça, c'est peut-être plutôt derrière nous. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est toujours le consensus. On l'a un peu dit tout à l'heure. En avril, on pensait même qu'il allait y avoir une hausse de taux. Rappelez-vous, on s'est fait peur. Les taux sont à 4,70. On s'est dit, oh là là, si les taux remontent à 5%, qu'est-ce qui va se passer ? L'equity prime de risque va être catastrophique. Le Nasdaq va reperdre 20%. Ça y est, on ressortit les gros chiffres. On a eu notre 5% de baisse, qui est une baisse totalement classique dans un marché qui est plutôt assez sain.
Mais voilà, quand il était là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réaction des taux. Parce qu'on était à 4,70, donc il y avait quasiment entre 220 et 230 points d'écart entre le taux 10 ans allemand et le taux 10 ans allemand. Donc 4,70 et on était à 2,50. La courbe américaine du 2 ans à 10 ans s'est recalée de quasiment 30 à 40 points de base, sachant que la courbe européenne n'a pas bougé d'un iota. Ouais. Comme par hasard, ce matin, on était sous les 200 points de base. Et qu'est-ce qui fait? Comme par magie, qu'est-ce qui se passe? L'euro remonte, on est remonté à 1,08. Donc c'est assez classique. Donc c'est plutôt assez rassurant. Concernant l'inflation, nous on est plutôt, on n'est pas économiste, mais on pense que ça devrait, après 3 mauvaises nouvelles, je pense que le marché devrait bien la prendre. Mais la vraie date qu'on regarde beaucoup, c'est en Europe, vous savez, pour la BCE, c'est le 23 mai, ça va être la publication des salaires pour le premier trimestre. Ouais. Donc depuis le T3, c'était quasiment le pic, T4, ça avait ralenti. Là, le 23 mai, ça devrait encore ralentir. Donc, normalement, c'est complètement dans le marché. La BCE devrait baisser ses taux, mais ça devrait... Toutes les planètes s'alignent au fur et à mesure pour la BCE, en tout cas selon les critères qui ont été dictés par la BCE pour une baisse de taux le 6 juin prochain. Au moment où la croissance européenne remonte, plus 0,3 comme sur le trimestre. Bien sûr. Et si on baisse les taux en juin, on les baisse aussi en juillet? Alors, moi, je suis... Tout dépend. Quitte à en débattre. Le vrai débat, c'est trop de baisse de taux n'est pas toujours bon pour le marché. Ce qui est bien, c'est que là, rappelez-vous, ça fait depuis septembre octobre, pardon, quand le président Powell a dit qu'il y avait une baisse des taux, le marché s'est emballé, puis il est revenu un peu en arrière. Ce qui est bien, c'est que tant que le marché monte, alors qu'il y a la croissance avec des bénéfices par action, c'est top. Parce que rappelez, il y avait eu ce qu'on appelle le Powell put, c'est que si demain l'économie devrait trop ralentir, il y aurait cette fameuse baisse de taux qui soutiendrait les marchés. Donc pour le moment, si c'est un petit peu décalé, ou s'il y a juste une petite baisse de taux symbolique et que puis on peut refaire un statu quo pendant longtemps, nous, ça nous va très bien. Oui, c'est la différence. Il y a des baisses de taux qui sont une simple recalibration, un recalibrage de la politique monétaire, et il y a des baisses de taux en urgence, en soutien d'une économie défaillante. On n'est pas dans ce schéma-là aujourd'hui. Proactif, pas réactif. Oui, c'est ça. Ouais. Si on entrait dans un mode réaction, ce serait plus rapide et ça serait un coup de Fed, mais le marché aurait vite souffert. Mais c'est deux puts de nature différente. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la saison de publication, Alain, puisqu'on arrive quasiment au terme? Dans les grands secteurs que vous suivez, les grandes thématiques, côté consommation, industrie, etc., qu'est-ce que vous en retenez? Globalement, les résultats étaient quand même assez bons. Il faut le en Europe dire. notamment aussi Même en Europe. En fait. Même en Europe, c'est ça, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des sociétés qui sont internationales, etc., mais c'était quand même plutôt pas mal. Je crois qu'aux US, on attendait -3 sur la séquence, on finit peut-être à +5, c'est ça? Quelque chose dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Les boîtes n'ont pas été si... Alors, restent toujours évasives sur l'avenir, mais elles n'ont pas été particulièrement prudentes. Alors, dans certains cas, il y avait un bon T1 et on ne changeait pas l'objectif de l'année, ce qui prouve qu'elle reste prudente. Mais dans l'ensemble, le discours était plutôt constructif. Il n'y avait aucune alerte particulière. Alors, on parle beaucoup des cycliques qui pourraient rebondir, mais je note quand même que, en gros, là où, quand on fait des machines-outils, quand on vend des équipements CAPEX industriels, là, on sent que c'est dur. C'est pas terrible. Là, il y avait des warnings. C'est vraiment les seuls secteurs où, dans le bon vieil industriel, capital goods, mais pas type Schneider, qui sont dans la transition énergétique, mais quand on fournit des machines-outils, etc., on sent que le monde des entreprises est un petit peu prudent. Et dans la chimie aussi, on sent que c'est compliqué. Dans la vieille old industry, c'est pas facile. La consommation, ça reste un peu entre deux eaux, notamment la consommation durable. On sent que le consommateur, certes, l'inflation baisse, mais on sent qu'il fait encore attention, aux États-Unis notamment aussi. Là où ça va bien, c'est dans tout ce qui est... les banques, c'était quand même plutôt pas mal dans l'ensemble. Les assurances, c'était pas mal non plus. Tout ce qui est lié au cycle d'investissement, type des sociétés comme Schneider, autres, ça reste très solide. Il y a un petit ralentissement en Chine sur une toute petite activité, mais dans l'ensemble, je dirais les méga-trends sont à l'œuvre. On sent un petit peu de prudence aussi dans les ESN. Services numériques. Mais là encore, les Capgemini, tout ça, on sent que ça ralentit, mais c'est plus une petite prudence. Et c'est quelque chose qui peut repartir très vite, a priori. Enfin, très vite. Pas en un trimestre, mais on sent qu'il n'y a pas de crash, a priori. Donc, dans l'ensemble, quand même, je dirais les tendances de fond sont toujours là. Et globalement, moi je suis plutôt constructif, on va dire. En revanche, la question qui peut se poser maintenant, c'est si on va vers un mode baisse des taux, avec une sorte de nouvel enthousiasme général, est-ce qu'on aura un rallye, entre guillemets, cyclique ou des boîtes un peu délaissées? C'est ce qu'on semble voir poindre quand même sur ces dernières séances et ces dernières semaines. Les stars de la cote, est-ce qu'elles vont pas être un petit peu... Alors, je ne vais pas forcément baisser, mais est-ce qu'il n'y aura pas un rattrapage des
des moins bons, c'est la question. Je pense qu'il faut être relativement sélectif parce que je ne pense pas que ça sera aussi basique que ça. Un rallye cyclique, oui d'accord. Il faut se méfier de l'idée d'un rallye cyclique général. Bon, l'idée que les stars ont bien brillé et qu'il est peut-être temps de regarder un peu au-delà, ça je suis d'accord. Maintenant, dans le au-delà, ça va pas forcément... Il y aura quand même ça va être un rallye global. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que vous retenez de ces publications de résultats, notamment en Europe, Louis, pour les secteurs et les entreprises que vous suivez de près? Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut parler aussi de la conso ou de la logistique. Ouais. On a vu que le T1 était encore un peu mou, notamment en termes de volume. Dans la logistique, ce qui compte, c'est pas le prix, c'est les volumes transportés. Et on sent que ça y est, le T1, c'était peut-être le point bas. Il faut rappeler que depuis la guerre en Russie, les volumes font que de baisser depuis 2 ans. Ça a été compensé par les prix. Mais maintenant, comme il y a plutôt la désinflation dans les prix, pour la première fois, vous allez voir les sociétés de consommation qui vont repartir en volume. Et ça, c'est plutôt bien pour la logistique. Donc voilà, on revient assez confiant dessus. On parlait des ESN, il faut se rappeler que ça fait déjà, maintenant, ça va faire 4 trimestres de suite qu'on a entendu ce que ça décroît. Donc le T2, c'est le dernier effet de base compliqué. Après, ça devrait accélérer. Dans l'ensemble, c'est plutôt assez bon. Mais c'est vrai que si on regarde dans sa globalité, dans toutes les publications, notamment sur les small caps, il faut savoir que les analystes, pour la première fois depuis 5 trimestres, ont révisé à la hausse les bénéfices par action, et il y a eu 3 fois plus de révisions à la hausse de target price que de baisse de target price. Donc ce qui est assez intéressant, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Il faut savoir aussi, quand on regarde les différents indices, c'est qu'est-ce qui fait qu'un bull market repart. Dans les large caps, on y est, c'est la participation haussière. Combien il y a d'hausses de titres qui sont au-dessus des moyennes mobiles. Et depuis très longtemps, on l'est sur les large caps. Ça, c'est pour ça que même la baisse d'avril n'a absolument pas entaché le bull market. Et pour la première fois depuis longtemps, on commence à voir ça sur les small caps. Je crois qu'il y a 54% des valeurs dans les indices small qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, ce qui était quasiment jamais arrivé, ce qui est un indicateur favorable pour continuer ce bull market. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, vous savez que les attentes des analystes sont assez hautes pour les large caps, mais elles sont tout aussi, même plus hautes pour les small, avec des niveaux de valorisation bien inférieurs. Je pense que les small caps américaines, on est autour de 15,7 fois le PE, ce qui est quasiment plus de 30% de décote par rapport au S&P. Bon, c'est vrai que certes, il n'y a pas l'intelligence artificielle, etc. Oui. Mais dans pas mal de valeurs small cap, c'est la dérivée seconde de l'intelligence artificielle qui est l'électrification. Tu parlais tout à l'heure de Schneider Electric, mais il y a beaucoup de très belles valeurs small cap dans lesquelles vous pouvez jouer cette thématique de l'électrification qui est en plein boom. Et donc là, il y a quand même un alignement de planètes. Ça fait des mois qu'on parle avec vous, small capper, spécialistes small capper, Louis et Alain, mais ça fait des mois qu'on en parle. Là, il y a quand même des facteurs techniques, des facteurs fondamentaux de valorisation qui justifient vraiment ce qu'on observe déjà sur quelques semaines, Louis. C'est-à-dire l'idée d'un rattrapage après des années de sous-performance pour les small caps françaises, voire européennes. C'est vrai qu'il y a 2 grandes années de sous-performance. Après, pour remettre les choses dans le contexte, et peut-être nous, small cappers, qui visions un peu trop avec nos lunettes roses. Oui, mais c'est normal un peu qu'elles aient sous-performé depuis 2 ans, parce que, hausse des taux classiques, mais surtout, il n'y avait pas les thématiques intelligence artificielle, obésité. Et la dynamique des résultats n'était pas là. Et surtout, la dynamique des résultats n'était pas là. Et surtout, il n'y avait pas eu de re-rating, parce que je vous rappelle que les marchés large cap depuis octobre, ça s'est fait sur le re-rating des multiples et pas par les earnings. Donc là, voilà, les small caps, elles sont au fond du trou. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on regarde que les multiples de valorisation, donc liés au PNL, donc au compte de résultats. Il faut savoir que quasiment au plus bas, là, d'octobre l'année dernière, le price to book, donc les ratios de fonds propres des small caps, étaient tombés au même niveau que mars 2020 et pas loin que 2011-2012, quasiment au même niveau. Voilà, tout ça, donc, parce que le marché est tellement en momentum, donc aujourd'hui, les sociétés tombaient quasiment à 1,10 fois les fonds propres. Donc 1,10 fois les fonds propres, sachant qu'il y a quasiment très peu de sociétés deep value ou value dans les small caps, comme les bancaires, les pétrolières qui se payent sous les fonds propres. Donc c'était pour vous dire à quel point les small caps avaient été délaissés. Pour le moment, clairement, le point bas, c'est le premier trimestre. Beaucoup même qui ont un peu déçu sur le terrain, mais qui ont dit le point bas, c'est là, et sont repartis. Ça a plutôt bien réagi. C'était la même chose sur les large cap avec ST Micro, Infineon, qui pareil avait sorti des T1 pas bons. Ils ont dit que ça allait mieux. Voilà, ça réagit. Ça n'a pas baissé. Ça n'a pas baissé, même, ça m'a monté. Oui. Et normalement, on devrait avoir une accélération de la croissance des bénéfices par action. Donc pour l'instant, le marché ne paye pas encore. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas encore le retour des flux.
Mais vous savez comment ça se passe, je pense que les gens vont attendre que ça revienne, et l'accélération des flux, je pense qu'elle arrivera que, malheureusement pour nous, dans la deuxième partie de l'année. Sur ce rattrapage. Sur les small caps, ça fait déjà à peu près 6 mois que les stratégistes commencent à dire qu'il y a une énorme décote. Oui, c'est un risque de ne pas en avoir. Globalement, les valorisations, normalement, les small caps, d'habitude, ont des croissances de résultats qui sont supérieures aux large caps et des multiples qui sont également légèrement supérieurs, mais au final, la croissance l'emporte et donc ça fait mieux. Mais on a des croissances de résultats qui ont un petit peu fléchi, qui n'étaient pas tellement meilleures que les large caps, mais ça pourrait changer, surtout s'il y a une accélération de l'économie, et des multiples de valorisation qui, au lieu d'être avec une prime, sont devenus au même niveau, voire maintenant avec une décote, ce qui est tout à fait inhabituel. Donc, en top-down, c'est clair, les small caps ne sont pas chers, mais aux États-Unis, rappelons-nous, même le Russell 2000, jusqu'à il y a un mois, il était en baisse. Hein. Bien sûr. Donc, ce n'est pas que européen. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes de flux, on voit des flux qui arrivent, mais aujourd'hui, c'est plutôt top-down quand même. On dit il faudrait avoir des small caps. D'accord. C'est des allocataires qui donc, viennent chercher une brique. Ça arrive plutôt sur des ETF, donc ça bénéficie d'abord au mid et pas encore vraiment au small. Moi, dans les fonds vraiment micro-small cap, il y a encore des boîtes où c'est pas cher du tout et il n'y a pas de flux. Donc les flux vont finir par arriver, mais ils arrivent d'abord par le haut et ça descend progressivement. Sur l'échelle du risque, il y a effectivement il y a un chemin, il y a une progressivité à respecter. Small cap, on a 6 points d'écart entre l'un et l'autre. Donc les mid cap ont déjà commencé à bénéficier de la vague. Les small, pour l'instant, ça va arriver, mais ça prend encore un peu de temps. Ce rattrapage, alors des small versus large, mais on peut regarder aussi d'autres type de segment de marché retardataire, comme on dit, Florian, voir un rattrapage de ces retardataires, ce serait cohérent dans l'environnement macro qu'on a décrit avec vous Oui, assez bien. Je pense que la grande différence entre l'an passé et cette année, c'est que l'an passé, c'était du ou, et cette année, ça peut être du et. C'est-à-dire que l'an passé, on avait de la peine à se dire, il y a autre chose que les US large tech, que tout le reste ne servait pas grand-chose dans notre portefeuille, et pendant 2 années, c'était extrêmement frustrant. Vos choix de sélection, en fait, faisaient votre performance multi-asset. Cette année, la situation est très différente. Au close de vendredi, le Nasdaq faisait la même perf que le MSCI World. Alors, on est loin des small, mais en tout cas, on est dans des styles... Mais il y a plus 20 points d'écart, quoi. Exactement. Exactement, il y a plus 20 points d'écart. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a de bonnes raisons qu'on ait une poursuite du rallye des larges. L'une de ces raisons assez essentielles, c'est qu'elles ont fait un grand travail de nettoyage en termes de marge. Elles ont largement amélioré leur marge, comme si elles avaient connu une récession, alors qu'elles n'ont pas vu de contraction de la demande. Lorsqu'on regarde d'un point de vue très agrégé, je suis navré de ne pas regarder boîte par boîte, mais d'un point de vue très agrégé, les ventes n'ont pas fléchi, ou très peu, en tout cas, ne sont pas devenues négatives, comme dans une récession. Mais par contre, les marges, elles ont fait le pattern cyclique. Donc, elles se sont largement améliorées, leur productivité est très forte, et du coup, elles sont prêtes à servir une demande qui est en train de reprendre. Et cette demande qui est en train de reprendre, elle va aussi servir le case des mid, des small, des émergents, de l'Europe, de ce qui a été un petit peu délaissé l'an passé. Le dernier ingrédient, c'est que, je vous l'ai déjà dit à cette antenne, mais la phrase est toute bête, c'est de dire ce qui a souffert quand les taux étaient élevés et l'inflation a été forte, lorsque l'inflation va se modérer, que les taux vont baisser, ça devrait faire mieux. Et c'est justement tout ce qui gravite à l'extérieur de ce complexe US-centrique, large-centrique et tech-centrique. Donc pour nous, il y a un vrai case à être diversifié aujourd'hui en action, et vos choix de sélection seront bien moins importants qu'ils ne l'ont été au cours des 2 dernières années. Ce qui est, d'un point de vue d'allocataire d'actifs, des caisses de pension, ça reste une très bonne nouvelle. C'est beaucoup plus confortable. Effectivement, la diversification paye enfin. Il y a encore quelques mois, sortir des Max 7, ça payait pas, pour dire les choses. Au sein des actions. Au sein des actions, oui, j'entends. Il y a toute la partie cash, crédit, obligation. Sur les small, toujours, ou sur les actions, mais le thème M&A, fusion-acquisition, le thème opération sur capital, introduction en bourse, ça participe à soutenir ou l'idée que le rattrapage peut être un peu plus conséquent quand même, Louis ? Oui, non, clairement, on voit clairement que les fonds de private equity, ils ont un dry powder, donc encore combien de cash à investir qui est juste colossal. Aujourd'hui, je pense qu'ils font le tour de toutes les pop-pods, de toutes les sociétés. Et c'est ce qu'on aime bien, nous, dans les small caps, c'est que la plupart des sociétés dans lesquelles on investit sont des sociétés familiales et ou deuxième, troisième génération. Donc souvent, elles, en plus avec les nouvelles normes qui sont assez compliquées, vous savez, avec le SSFRD qui va arriver, elles se disent, bon, allez, on peut sortir de bourse, tac, l'argent, même s'il est un peu remonté, c'est faisable, et ça arrive. Malheureusement, c'est avec des primes beaucoup trop faibles encore à notre goût,
Et c'est vrai que c'est souvent les plus belles sociétés qui disparaissent. Bon, là, il y a eu Voyageurs du Monde, heureusement, c'était juste une OPRA. Qui sortent de la cote, enfin, quand on dit qu'ils disparaissent, elles ne disparaissent pas. Qui sortent de la bourse, pardon. Sortent de la bourse. Oui, mais c'est le match. Non, mais c'est vrai que ce qui est terrible, c'est que dans l'électrification qu'on parlait tout à l'heure, on a une société, une small cap italienne qui s'appelle Satchef, qui fait l'électrification des rails, qui avait un contrat, qui avait des backlogs de plusieurs années. Malheureusement, elle est sortie avec une prime beaucoup trop faible de 18%. Malheureusement, on ne pouvait pas faire grand-chose, parce que la société avait une structure de capital un peu spécifique, on ne pouvait pas faire grand-chose. Là, on a une autre en Grèce qui s'appelle Epsilon. Pareil, donc là on se bat, heureusement il y a un grand fonds américain qui a 8% du capital, donc c'est comme en Europe, la Grèce c'est tout, c'est si vous avez 90% du capital, vous pouvez c'est obligatoire, retrait obligatoire. D'accord. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu... nous on a eu Believe chez nous, effectivement, qui finalement va garder une partie du capital coté, a priori. C'est un peu la difficulté, c'est-à-dire quand on entend M&A dans les small caps, en théorie c'est une opportunité, mais moi je vois plutôt... c'est une opportunité qui est un petit peu amère, parce qu'en fait aujourd'hui les trucs sont tellement pas chers qu'on comprend très bien que les entreprises souhaitent sortir de la bourse à un prix. Regardez Micropole, par exemple. Ouais. Micropole, bon, c'est pas une société extraordinaire, mais il y a une OPA qui est annoncée. Ça la met à des multiples, à peu près. On voit que la société Obey, par exemple, a pris un petit ticket pour voir. Mais les multiples de Micropole post-OPA, c'est les multiples d'Obey aujourd'hui. Et Obey, il y a 3 mois, nous disait oui, on essaie d'acquérir des sociétés, mais ça fait 3 ans que les multiples sont beaucoup trop chers. Et là, c'est en train de s'améliorer, mais les gens demandent encore entre 10 et 12 fois. l'EBITDA. Là, cette société, au prix proposé par ceux qui veulent la sortir, est à 7 fois, qui est au passage le prix à peu près où cote Obey. Donc on comprend que eux, à leur place, qui regardent, c'est normal. Bien sûr. Enfin, en fait, le prix des trucs en bourse par rapport à ce que ça vaudrait dans le private equity. Je comprends que les familles veulent sortir, elles ont raison. Malheureusement, Somfy, par exemple, est sorti l'année dernière. L'écart, c'est pas résorbé, parce que dans le private equity, j'imagine quand même que les multiples, dans mon côté, les multiples quand même baissent aussi un peu. Dans le private equity, ça se tasse, mais quand même pas la même vitesse. Et en revanche, en bourse, ça va très vite, ça va plus quand vite. c'est pas liquide. Et là, on est sur des valorisations démentes. Donc, moi, le M&A, j'ai pas mal de sociétés dans le portefeuille. Je me dis, si un M&A, c'est super parce que je vais faire 30% et je tiens bon parce que voilà. Mais en même temps, c'est pas ce que j'espère vraiment, parce que si ça repart, elle pourra aller beaucoup plus loin que les 30% de primes qu'on pourrait proposer. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a un vrai problème de réallocation du cash, surtout sur les belles valeurs, notamment en France, parce que le problème, c'est que la plupart des sociétés qui ont été introduites en bourse depuis 4-5 ans, c'était plutôt catastrophique. Et c'est vrai qu'on se dit, avec l'argent qu'a le M&A, c'est que très souvent, les belles sociétés se refont private equity sur private equity, donc on ne les voit pas en bourse. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu quand même des nouvelles belles sociétés en Suisse. Il y a eu Galderma, il y a eu Planisphère, je crois. Planisphère en France, Il y a eu Puig aussi. Il y a eu Puig en Espagne. Oui, c'est ça, oui. Non, mais il y a eu quelques opérations un peu emblématiques. On souffre un peu d'IPO qui n'étaient pas de très bonne qualité. Par exemple, les biotech, aujourd'hui, on a du mal à voir dans les 7 dernières années. Bon, il y a Medincell là, qui commence à sortir un petit peu des trucs bien, mais c'est pas évident de trouver une success story, alors que de temps en temps, on apprend que là, il y a encore une société qui vient de se vendre pour 1 milliard directement en private equity. On a l'impression que les bonnes, elles n'arrivent pas par la bourse. On a manqué de succès. Voilà, mais c'est pour ça, quand même, qu'en France, il y a vraiment un travail à faire. Mais heureusement, quand vous allez en Italie, il y a, dans le nord de l'Italie, il y a quand même énormément de très très belles sociétés familiales. Vous pouvez aller en Angleterre. Ça y est, l'Angleterre, c'est un vivier de très très belles sociétés qui ont été complètement délaissées de par le Covid. Et surtout, notre Nasdaq à nous, c'est la Suède. La Suède, je crois qu'il y a plus de 1000 ou 2000 valeurs cotées. Une cote profonde, large aussi. Là. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'il faut sortir un peu de la France. Donc voilà, il y a tout un travail à faire. C'est vrai que c'est pas facile. Sur les small caps, il faut y aller, il faut se déplacer. Mais bon, on est payé pour ça. Donc. Non, mais bien sûr. Non, mais il y a encore un vrai marché. Non, mais parce qu'à un moment, on se demande s'il n'y a pas presque une remise en cause structurelle de la bourse pour des acteurs du non-coté, etc. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un problème de fonctionnement boursier qui fait que, justement, certaines familles se disent que, peut-être que j'aurais pu espérer plus en bourse, mais si la bourse ne fonctionne pas comme avant, autant prendre ce qu'on propose dans le non-coté. D'une part, mais également la progression de la gestion passive. Et donc des ETF qui cherchent, même Euronext avec la gestion des indices, par exemple l'indice CAC Small, on a eu l'occasion d'en parler, mais comme ils veulent gagner de l'argent surtout par les ETF qu'ils peuvent faire dessus, le CAC Small a été furieusement nettoyé en septembre dernier d'un certain nombre de valeurs, même des valeurs importantes, de 500 millions, voire de Vetoquinol, 1 milliard de capi.
hop, ils ont dégagé, non pas parce que c'était une mauvaise société, mais parce que le titre n'étant pas assez liquide, ils ne pouvaient pas faire c'est pas un support pour un ETF. Alors c'est sur les ETF qui gagnent de l'argent en vendant des données, etc. Et du coup, ça balance dans une sorte de marée barométrique un certain nombre de sociétés de très bonne qualité, mais sur lesquelles la liquidité était faible, et ça n'a fait que la détériorer encore. Donc après que les dirigeants familiaux se disent, mais qu'est-ce que je fais en bourse, à quoi ça sert? Je suis sous-valorisé, mon titre n'est pas liquide, je peux emprunter. Alors, ils se disent aussi que les taux vont baisser prochainement, donc ils peuvent se dire aussi, je pourrais refinancer ma dette. Donc c'est peut-être le moment, alors que le marché n'y croit plus, de faire une offre et de sortir. C'est ce qu'expliquait Dominique Séolin, le patron d'ABC Arbitrage aussi, là, qui était venu présenter ses résultats il y a quelques semaines. Il y a eu un gros décrochage du titre ABC Arbitrage. Il expliquait, voilà, très peu liquide, sauf qu'il se retrouvait dans l'ETF MSCI Small France, avec un poids qui n'était pas du tout la réalité des échanges quotidiens de ABC Arbitrage. Et quand l'ETF a commencé à vendre, ça a décalé très très fort sur le prix et sur le cours de bourse. C'est les conneries des ETF, pardon, d'expression sur les small caps. Il faut savoir que la société Personne pour défendre les ETF. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu une OPA de la famille, pareil, avec un fonds sur la société Boiron. L'OPA n'est pas arrivée à son terme parce que l'offre était quand même trop chiche. Pas très généreuse. Très généreuse. Le titre vient de reperdre 15-20%. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore un ETF qui était dedans, qui a dû sortir, et il a dû vendre. Donc aujourd'hui, moi je conseille les gens qui nous écoutent, vous pouvez acheter du Boiron, ça se paye 20% sous la décote. Voilà, et maintenant que l'ETF a liquidé... L'ETF est liquidé, je crois qu'il... Techniquement, c'est nettoyé, quoi. Voilà. Et puis, sauf accident, d'ici 1 ou 2 ans, ils vont finir par sortir complètement, de toute façon. Donc voilà, mais c'est un peu triste, quoi. Si seul espoir, c'est que les boîtes sortent, parce qu'avec une prime, c'est pas l'idée. Et on avait essayé de faire un peu de lobbying aussi. Et que les marchés de capitaux soient un vrai soutien. Et ça bouge pas beaucoup. Non. Dernière chose aussi, ce qui va être intéressant de voir, c'est que il y a une énorme dispersion de performance dans le private equity. Depuis 10 ans, c'était facile, les taux ont baissé. Quand vous regardez nos fonds small cap, pareil, on a tous des TRI entre 7-15% annualisés depuis 10 ans. Voilà, rappelez-vous, en 2012, ça se payait, ou entre 2012 et 2013-2014, ça se payait rien. On a des très très beaux TRI. Et c'est toujours intéressant de le comparer. Je pense que tous les fonds qui ont été lancés au pic des valorations en décembre 2021, attention de voir les TRI, ça va être mis. Donc c'est pour ça que je pense que nous, les small caps, on fait bien notre travail. Les frais sont déjà beaucoup plus faibles que dans le private equity. Nos performances sont auditées et on invite sur 3-5 ans à regarder nos TRI annualisés, net de frais. Non mais comme vous disiez, vous faites parfaitement la recette, il n'y a pas de problème, lui. Non mais comme vous disiez, c'est vrai que le private equity a à la fois beaucoup de dry powder, il y a beaucoup d'argent effectivement à investir, et dans le même temps, il y a aussi en face beaucoup de clients qui attendent un retour quand même de la part des GPs après plusieurs années d'investissement pour certains. L'endettement est plus cher, et les multiples d'entrée étant plus élevés, c'est plus compliqué à la sortie. Ceci étant dit, est-ce que ça vous inspire, Florian, cette discussion? Je voulais bien qu'on dise un mot un peu spécifique de la Chine, parce que Pauline le signalait dans son point bourse en introduction. Alors il y a beaucoup d'indices pour mesurer la performance des actions chinoises, mais on a des indices qui ont repris 20-30% depuis les points bas de fin janvier maintenant. Et pas que les larges. Et pas que les larges. Les small également font hyper bien depuis mi-février. Là-dessus, il faut être assez clair. Donc c'est le combo Chine plus small. Là, ça surperforme largement tout le reste, quoi. Alors, on a écrit un papier avec un collègue côté equities il n'y a pas très longtemps. En gros, on regarde à quel moment, quel type de demande intérieure a généralement stimulé les reprises justement small et mid. Dans l'ensemble, c'est pas du tout la consommation américaine, c'est plutôt la consommation européenne. Et si elle se combine à la consommation chinoise qui s'améliore, généralement c'est le bingo gagnant. Et on voit justement la progression des smallers être plus forte qu'attendue en tout cas. On croit qu'on est un peu dans ce genre d'environnement-là en ce moment. Le point d'interrogation, il est peut-être pas si fort qu'on ne le pense côté chinois. Pour le côté de demande intérieure, là où la Chine va avoir plus de mal, c'est s'il y a un ralentissement, pour revenir aux discussions du début, c'est côté États-Unis, s'il y a un ralentissement, là, les Chinois sont quand même toujours très exportateurs vers les États-Unis. Ralentissement plus regain de tension sur le front douanier. C'est un peu le sujet du moment à 6 mois de l'élection présidentielle. Une forme d'inflation, oui. Mais c'est une taxe sur le consommateur américain en plus, quoi. Exactement. Ce double effet-là, il peut peser. Mais il ne faut pas sous-estimer la force du consommateur chinois qui peut contrebalancer ces effets-là. En tout cas, les small et mid chinoises exploitent plutôt cette force-là davantage que les larges.
Donc il y a quand même des forces domestiques dans cette économie chinoise qui peuvent, au-delà du trou noir immobilier, il y a quand même quelque chose en Chine qui peut permettre de justifier un re-rating de ces segments de marché. Et même sur le trou noir immobilier, on commence à voir en séquence une légère amélioration sur le front des prix. Alors c'est vraiment très embryonnaire, mais au moins on a une forme de stabilisation, si ce n'est d'une mini-amélioration de ce côté-là. Alors inutile d'annoncer une énième fois que ça va aller mieux sur ce front-là, mais en tout cas, la Chine va peut-être moins mal qu'on ne le pense, les États-Unis vont peut-être moins bien qu'on ne le pense, et le mélange des deux peut servir assez bien le jeu des marchés, plutôt actions, plutôt small, plutôt mid, plutôt les retardataires et les émergents, avec un petit coup de pouce du dollar qui serait un petit peu en baisse parce que les taux seraient un peu plus bas que prévu. Alors, on aurait un alignement fantastique de ces fameuses planètes. Ouais. Bon, on suivra ça. En tout cas, c'est l'inspiration de ce début de mois de mai, effectivement, qui donne l'idée que peut-être que le schéma de marché est en train de changer avec un équilibre toujours Goldilocks de ce point de vue-là. Nous, on connaît moins bien chez Gay-Lussac les marchés émergents, mais je me rappelle en début d'année, tout le monde disait la Chine c'est fini, il faut aller sur l'Inde. Voilà. Donc je ne sais pas ce que l'Inde a fait depuis le début de l'année. Je sais que ça cartonnait l'Inde l'année dernière. Et comme d'habitude, quand les flux se réinversent, on voit le résultat. Disons qu'il y en a un qui a 30 fois le résultat et l'autre était à moins. À l'Inde c'est cher, oui, c'est croissant, c'est cher. Donc non, en Chine, les valos étaient quand même très très faibles. Il y a aussi un certain nombre d'investisseurs qui ne veulent plus investir en Chine. Enfin, c'est un peu comme la défense, c'est-à-dire qu'on ne veut plus investir et puis le jour où ça repart, finalement... C'est ESG. Il faut que la défense devienne ESG, oui. Non, mais l'Inde, le Japon aussi, dit-on, a beaucoup bénéficié du Not China. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça peut être des mouvements de renversement aussi, si au fur et à mesure la Chine réattire un peu de flux étrangers? Est-ce que ça peut se faire au détriment d'autres grands marchés, Florian? Il y a quand même un investisseur qui n'est encore pas convaincu. L'investisseur retail, il est très convaincu qu'il faut aller dans les marchés actions. Il y a un investisseur qui n'est pas convaincu, qui est de ce côté-là de la table. C'est-à-dire que les investisseurs institutionnels aujourd'hui, les caisses de pension, elles ne sont pas du tout à fond sur leurs expositions actions, loin s'en faut. Parce que le cash et le crédit restent très confortables en termes de risque-rendement. C'est même ce qu'on conseille à nos clients, c'est de se dire, côté privé, c'est de se dire, si votre horizon d'investissement est suffisamment lointain, vous avez bien meilleur temps d'aller chercher des obligations longues et d'attendre le temps qu'il faudra. Les institutionnels aujourd'hui, leur bêta au marché action, il est loin d'atteindre les bêtas des investisseurs retail. Et il y a encore cette poche-là d'argent qui n'est pas déployée. C'est du dry powder aussi. Et c'est ça, exactement. Ouais. C'est un réservoir pour peut-être la poursuite et la suite du mouvement sur les actifs risqués et sur les actions. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florian Yelpo, responsable de la macro chez Lombard Odier IM, Louis Defels, directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion, et Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco. C'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un sujet industriel. Comment est-ce que l'intelligence artificielle permet de déployer de nouveaux outils pour venir aider la gestion de l'épargne et la gestion de patrimoine? On est dans le domaine de la WealthTech avec le directeur général d'Odonatech, Stéphane Doté, qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Stéphane. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Ce qui vous a amené ici, c'était une annonce que vous faites d'ailleurs en avant-première, ou en première en tout cas, dans cette émission ce soir. Ça fait Alors, vous êtes dans le domaine de la WealthTech, c'est la technologie dédiée à la gestion de patrimoine, à la gestion effectivement de l'épargne au sens large, avec les outils technologiques. Aujourd'hui, on avait déjà parlé avec vous de votre expertise en matière de finance comportementale. Il y a une expertise technologique évidemment qui s'appuie sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. 3 ans de R&D et vous annoncez la sortie de votre assistant financier IA, Stéphane. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans et qu'est-ce qui a conduit à cette annonce et au lancement de cet assistant financier IA au service de l'industrie de la gestion de patrimoine? Il s'est passé beaucoup de choses. Je vais essayer de le résumer quand même. On est passé d'une équipe de 2 à une équipe de 10. On est passé de 0 à 130 clients. On est passé de 0 utilisateur à plus de 10 000 utilisateurs. Il s'est passé énormément de choses. En gros, les grandes étapes, ça a été effectivement, on a commencé par réinventer le profilage investisseur, oui. Donc qui est une démarche réglementaire et qui consiste à mieux connaître son client pour mieux le conseiller. Ensuite, on a sorti une solution qui modélisait la personnalité financière. Donc on parlait plus seulement de risque, mais on ajoutait 5 autres facettes de la personnalité financière de l'investisseur pour vraiment décrire sa psychologie et permettre au conseiller de pouvoir en tenir compte. Et là, effectivement, on fait un pas de plus.
plus avec ce robot conversationnel qui qui comprend l'humain, en fait. Donc on capitalise sur notre R&D et nos avancées précédentes pour révolutionner le domaine de l'épargne, c'est-à-dire finalement donner accès au plus grand nombre à un conseil en épargne de qualité. Et personnalisé. Et comme vous dites, j'aime bien parce que vous parlez à la fois de psychologie, de personnalité financière, d'émotion. C'est-à-dire qu'on est dans un métier où quand même on se dit il faut être le plus froid possible, le plus rationnel, le plus clinique. Et vous dites non, quand on parle au client, comprendre le client, c'est déjà comprendre qui il est, sa personnalité et intégrer le facteur émotionnel dans le conseil qu'on va pouvoir lui apporter. Absolument. En fait, moi, ça m'a toujours marqué quand j'étais conseiller à la banque. Il y avait un collègue qui m'avait dit, de toute façon, notre métier, c'est 80% de psychologie. Et en fait, c'est vrai. La psychologie, elle intervient quand quelqu'un est face à une décision, quelle qu'elle soit, et en particulier une décision financière, parce que la décision financière, c'est compliqué. On l'a entendu avec vos invités précédemment. C'est un débat quotidien et permanent. C'est un débat continuel. Ouais. Et en plus, les gens manquent d'éducation financière, donc forcément, c'est très compliqué. La psychologie a un rôle à jouer. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé au sujet. Ouais. Bon. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez au marché ? Qu'est-ce que ce robot, cet assistant financier avec l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il apporte au marché ? Sachant quand même que, alors, certes, sans doute pas assez, mais le marché des CGP, par exemple, se saisit des outils digitaux depuis quand même quelques années. Il y a sans doute encore beaucoup de boulot, j'imagine, mais cet aspect digital, il est quand même déjà présent dans le quotidien d'un conseiller en gestion de patrimoine. Bien sûr. Notre analyse du marché, c'est la suivante, c'est qu'effectivement, il y a sur le marché des CGP et des banques privées qui s'adressent aux plus fortunés et qui ont un service sur mesure, personnalisé, avec une certaine digitalisation, mais tout repose quand même sur le service conseil humain et un suivi très personnalisé. Ça a un coût. Ce service, il n'est pas forcément disponible pour le plus grand nombre. Et donc notre idée, c'est de dire ce plus grand nombre, ces épargnants qui, je ne sais pas, ont à partir de 50 000 euros d'épargne jusqu'à peut-être 500 000 euros et qui sont aujourd'hui suivis de manière en pointillé, je dirais. Et c'est pas forcément la faute des acteurs du marché de l'épargne. C'est aussi, j'allais dire, la responsabilité des épargnants qui aujourd'hui sont pas très disponibles, qui ont pas trop envie de s'y intéresser, il faut bien dire, et qui ont 6 000 milliards d'euros quand même en épargne en France, qui ont amassé des sommes colossales, mais ces sommes, elles sont pas optimisées. Et donc l'idée, c'est de dire comment on peut faire du digital, donc disponible 24/24, 7 jours sur 7, quand l'épargnant veut, et en même temps de la qualité. Et c'est ce gap-là, cette opportunité de marché, digital plus qualité, qu'on arrive aujourd'hui à cibler, grâce notamment à notre intelligence artificielle. Et c'est des outils qui permettent de lever, justement, des freins émotionnels, une aversion au risque structurel. Quand on parle de l'épargnant français, c'est généralement comme ça qu'on le décrit, Stéphane. Ces outils-là, vous êtes convaincu qu'ils vont permettre de lever ces freins, en partie au moins ? Oui, alors il y a une limite à ça et un préalable, c'est que en fait, il faut construire, pour les épargnants, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de construire une épargne qui correspond à soi, à sa personnalité. Donc si on n'aime pas le risque, il ne s'agit pas d'utiliser un outil pour transformer quelqu'un qui n'aime pas le risque en quelqu'un qui va aimer le risque. Par contre, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans la transmission de l'information, c'est-à-dire l'épargnant, quand il a une question, à qui il la pose. L'épargnant, quand il a besoin d'un conseil, à qui il s'adresse. Et même si c'est le dimanche devant sa télé et qu'il se dit j'ai 20 000 euros sur mon livret, peut-être je pourrais faire mieux. Le robot, il travaille tous les jours. Le robot, il travaille tous les jours. Et c'est cette idée, en fait, de se dire on ne transforme pas les gens prudents vers risqués, mais par contre, on informe, on dialogue, on construit avec les épargnants, en fait, leur culture. Et cette culture de l'épargne, elle va permettre justement de transformer une épargne qui est plutôt dormante et dont les gens ne s'occupent pas en investissement rentable, bien orienté, qui finance des objectifs de vie. Parce qu'en fait, moi, si j'ai créé Odonatech, c'est pour une chose, c'est aider les gens à améliorer leur vie avec leur argent.
Je fais des objectifs de vie, c'est généralement comme ça qu'il faut penser le patrimoine et la gestion du patrimoine par rapport à des objectifs de vie qu'on peut se fixer. Concrètement, comment ça fonctionne? Parce que j'ai vu une photo de l'interface, mais donc à l'heure des robots conversationnels, du chat GPT, etc., de l'intelligence artificielle générative, c'est une discussion en mode texto, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ou vocal, j'en sais rien. 24, 7 jours sur 7, sur son smartphone, par exemple, ça peut être aussi sur un ordinateur, mais sur son smartphone, puisque c'est l'usage, eh bien, les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Le robot répond, et il répond en temps réel. Il n'y a pas de temps de latence, on n'attend pas. Et ensuite, surtout, le robot guide vers la construction en fait d'une stratégie d'épargne. Et donc le robot, et c'est grâce aux briques technologiques qu'on a développées en amont, le robot fait quoi? Le robot comprend la personnalité. Une fois qu'il a compris la personnalité, il cerne les objectifs du client, les objectifs de vie. Qu'est-ce qu'il veut financer avec son épargne ou son investissement? On applique une méthode qu'on a appelée Behavior, qui est une marque déposée au Donatech, qui est une méthode de coaching en fait qu'on a créée grâce à notre expertise en sciences comportementales. Et derrière, en fait, on a un système qu'on appelle multi-agent, c'est-à-dire qu'on a coordonné des briques d'intelligence artificielle qui sont développées par Odonatech, connectées effectivement à des moteurs de langage. Oui, bien sûr, des modèles, oui, bien sûr. Et donc, tout ça, en fait, fonctionne ensemble et ça fait un robot qui comprend l'humain. Ça rend l'épargnant autonome? Absolument. Ouais. Absolument. Parce que là, l'outil, vous le déployez quand même à travers des banques privées et des CGP. C'est pas le particulier, sans CGP ou sans conseiller, c'est pas le particulier qui va tout de suite se... Alors, en fait, là, on parle plutôt du modèle économique. Ouais. On n'a pas un modèle économique B2C, c'est-à-dire qu'on n'a pas développé une application qu'on met à disposition du grand public, nous. Par contre, effectivement, on travaille avec des institutions financières. Ou même, à travers mon réseau bancaire, à travers ma compagnie de CGP ou autre. Ou l'acteur de l'épargne digitale en ligne, le broker, la banque en ligne, etc. Et c'est eux qui vont proposer ce robot en marque blanche à leurs clients, de manière à offrir à leurs clients un service 24/24, 7 jours sur 7. Donc effectivement, c'est important de préciser que, en fait, on ne remplace rien. On comble un vide béant, c'est-à-dire en gros les 75% du temps où les gens sont face à eux-mêmes vis-à-vis de leur épargne. Ouais. Et même pour un CGP, ça ne doit pas être vu ou perçu comme une menace, c'est ce que vous dites, Stéphane. Nous, on ne veut pas faire le mal, donc on veut plutôt... Non, mais on sait comment fonctionne l'économie. Absolument. La rupture, la technologie, on sait que ça peut effacer aussi... par moment dans l'histoire, certains métiers ou une partie de certains métiers, etc. Absolument, non. Le but n'est pas de remplacer, pas de casser des métiers. Mais typiquement, les CGP ou même les banques privées, mais bon, je connais très bien les CGP. En fait, aujourd'hui, beaucoup de CGP ont comme stratégie de digitaliser une partie de leur activité, d'autonomiser, je ne sais pas si c'est possible, on le comprend en tout cas, rendre autonome un certain nombre de leurs clients. Et donc, quelque part, des CGP qui disaient, il y a une dizaine d'années, nous, on s'adresse qu'à des gens fortunés, parce que pour gagner de l'argent, on est obligé d'avoir des encours importants, etc. Et la contrainte réglementaire est telle que si on passe du temps avec un client, il faut que derrière, ce soit rentable. Aujourd'hui, ils ont l'opportunité, en fait, d'aller capter une autre poche de clientèle qui, en plus, a besoin de donc c'est plutôt du développement, du business développement pour les CGP. Je pense qu'on offre avec ce robot une opportunité assez historique d'aller capter un marché de l'épargne un peu dormant et qui a un vrai potentiel pour les acteurs de la distribution de l'épargne. Toute cette partie du marché qui ne sait même pas qu'il peut avoir accès à ce genre de conseils, alors ou physique ou en ligne en l'occurrence. Sans parler des contraintes, j'allais dire organisationnelles. Le conseiller est en formation, le conseiller est absent, le conseiller vient de changer, le conseiller est en vacances. 30% de son temps qui est consacré à la pureté de la gestion, du conseil et de la gestion. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Capgemini. Oui. C'est une réalité. Je pense que vivent tous les conseillers, tous les il y a de telles contraintes par ailleurs, de telles tâches, une telle lourdeur administrative qu'effectivement un conseiller en moyenne ne peut consacrer que 30% de son temps à ses clients. 30% du temps sur 8 heures par jour, ça fait 2 heures et quelques. Bon, il y a 24 heures.
Ah oui. Et les gens ont besoin de conseils. En permanence. Peut-être pas 24 heures la nuit, Non. mais en tout cas, Non, mais à des moments, ils sont disponibles aussi. puis si on se projette à important. l'international, voilà, c'est important d'être là 24 heures sur 24. Merci beaucoup Stéphane Merci, Grégoire. pour cette annonce et donc le lancement de ce robot conversationnel, cet assistant financier IA bien sûr pour maximiser, améliorer la gestion de son épargne et de son patrimoine. Stéphane Dauté et Odonatech qui étaient avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.